Bonsoir tout le monde, nous sommes le mardi 8 juin. Avant de commencer, je veux remercier, je ne le fais pas tellement souvent, remercier tous les gens qui écoutent l'émission Le Candidat. Vous pouvez en dessous cliquer sur le fameux pouce en l'air, ce qui aide à partager l'émission un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, je prévoyais parler d'environnement à Montréal, concernant le fameux dossier environnemental, quand on parle de pollution. C'est rendu gros le mot environnement. J'ai dit que je déposerais ma position concernant ce sujet-là, ce grand dossier-là. J'ai reçu 2 questions, coïncidence, qui est exactement le sujet d'aujourd'hui. M. Thibodeau, concernant l'environnement à Montréal, avez-vous une position claire? Oui. Et l'autre question que j'ai reçue qui m'a étonné, je vais en profiter aujourd'hui pour faire l'introduction, autrement dit, le premier sujet. Vous connaissez bien les États-Unis, vous avez couvert les midterms, qu'on appelle les élections mi-mandat. Vous avez couvert également les élections présidentielles de 2000. Pas compliqué. Les élections qui viennent d'arriver en novembre 2020. J'ai également couvert, effectivement, en 2018, les midterms. Il y a longtemps que je suis ça. Donc, oui, je vais répondre à quelques questions. Qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez une émission d'opinion. Depuis déjà 4 ans que l'émission existe. Merci encore à tous ceux qui la suivent. Je devrais ajouter, désormais, oui, pour répondre à plusieurs questions que je reçois, oui, je suis candidat à la mairie de Montréal pour le parti Action Montréal. Élections qui vont avoir lieu le 7 novembre 2021. Ceci dit, aux États-Unis, l'élection a eu lieu au mois de novembre dernier. Il y a un nouveau président qu'on appelle élu, Joe Biden, avec la vice-présidente Kamala Harris, qui sont actuellement au pouvoir aux États-Unis. Et de la façon que la question est posée, c'est, M. Thibodeau, que pensez-vous de ce que M. Trump fait actuellement et ce qui se passe aux États-Unis depuis l'entrée, depuis quelques mois, de la nouvelle présidence en place? C'est simple. On oublie quelquefois, malheureusement, dans les médias traditionnels canadiens, qu'il existe un président, un ex-président. Il a le titre pour le reste de ses jours. Son nom, c'est Donald Trump. Moi, je ne me gêne pas, là, puis je ne me cacherai jamais de ça. Je l'appelle le grand blond à la chaussure noire. J'ai également dit, lors de différentes émissions au cours des 4 dernières années, que ce grand blond, il y avait 2 options qui se présentaient à lui, en fait, à la population américaine. Un, les élections qui ont eu lieu en 2016, qui ont été surprenantes, pour ne pas dire étonnantes. Donald Trump bat Hillary Clinton. Je pense que tous les médias américains ont perdu connaissance lors du dévoilement du résultat qui, de plus en plus, s'affirmait et est devenu exactement le résultat qu'on a connu au cours des 4 dernières années. Aux élections de 2020, rappelez-vous bien que je vais faire un petit peu d'histoire rapide pour répondre correctement à la question. Aux élections précédentes, les 2 dernières 4 ans, c'est-à-dire Barack Obama, qui a gagné 2 élections, lui a eu le nombre de votes jamais vu dans l'histoire des États-Unis. 68 millions de votes pour Barack Obama, ça s'était jamais vu. J'ai toujours dit, et je dirai toujours, que Barack Obama était un excellent... il faisait des allocutions incroyables, un vocabulaire recherché. Certains, ceux qui l'aiment, puis je ne sais pas d'évaluer, là, sont-ils bons, sont-ils pas bons? Je fais juste répondre à la question. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'était un excellent orateur, s'exprimait très bien, a eu 68 millions. C'était révolutionnaire, c'était l'homme puissant aux États-Unis, et il l'a prouvé, il a gagné 2 fois. Maintenant, s'il a triché, s'il n'a pas triché, s'il a fait quelque chose de bien dans le mandat, mon point n'est pas là. Mais 68 millions de votes, devenu président, c'était quasi évident, c'est un record. C'est un record. Aux élections de 2020, son record a été battu par un nommé Donald Trump, qui a eu 6 millions de votes de plus, c'est-à-dire 74 millions de votes. Malheureusement, je retire mes paroles, pas malheureusement,
Je dis malheureusement parce qu'il y a une petite pointe d'ironie dans ça. Comment se fait-il qu'à 68 millions, l'homme le plus aimé aux États-Unis gagne, puis à 74 millions, Donald Trump ne gagne pas? Le nouveau président est Joe Biden avec 81 millions de votes. Et c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. C'est comment se fait-il que... Oups! Et là, il est arrivé plusieurs questions. L'élection est réglée, j'aime mieux le dire tout de suite, c'est fait, c'est réglé, il y a un nouveau président américain. Ce dont je déplore. Comment se fait-il qu'actuellement, le plus grand commerçant avec les États-Unis, ça n'existe pas sur la planète Terre, deux pays qui ont le plus large commerce entre les deux, Canada et États-Unis. Comment se fait-il que le Canada ne parle plus des États-Unis? Vous rappelez-vous, c'était 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 pendant les dernières élections, on ne parlait que de ça, surtout du grand blond à chaussures noires. Mais maintenant, c'est totalement ignoré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Joe Biden fait? À part les 2 000 milliards de dollars pour relancer l'économie, je peux vous dire tout de suite que le 2 000 milliards, ça n'en va pas directement dans les infrastructures. Il y a énormément de sous-points. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, justement, c'est mon voisin et j'y suis allé souvent, pas au cours de la dernière année, souvent, pour différentes raisons. J'ai des amis là et je me suis habitué à aimer la politique. D'ailleurs, pour aller plus loin, parce que je vais toucher à ce sujet-là dans la réponse qui va vous étonner, ce qui m'a fait aimer la politique américaine, c'est étonnant. Le président de House... Chief Executive of the House, la Chambre des représentants. Il y a un élu à la Chambre des représentants qui est le président, le Speaker of the House. Et la même chose au Sénat, celui qui fait élire le plus de sénateurs, le parti, a le porte-parole officiel, le chef du Sénat. Il y a 100 sénateurs, il y a 535 représentants. Il y en a un qui est le Speaker of the House. Donc, celui qui m'a fait aimer ça, moi, c'est O'Neill. Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Au début des années 80, il s'appelait... son surnom, c'était Tip. Tip O'Neill. Moi, je l'aimais bien. Sympathique, un sens de l'humour, une rapidité rapide. C'était le Speaker of the House, le président de la Chambre des représentants. Devant lui, le président, c'était Ronald Reagan, qui également a un sens de l'humour, et c'est ça qui m'a fait aimer la politique américaine. Qu'on aime les Américains ou qu'on n'aime pas les Américains, je connais la position de plusieurs gens, il y en a qui disent qu'ils sont différents de nous autres, ils sont ci, ils sont ça, mais la démocratie existe aux États-Unis, et il y a différentes chambres, il y a différents niveaux qui font en sorte que tu dis, que tu sois président, que tu sois président de la Chambre des représentants, que tu mènes au Sénat, les lois ne passent pas comme tu veux. À moins que tu fonctionnes par décret. Et ça, un président américain ne fonctionne pas exclusivement par décret. Il y a des présidents qui l'utilisent souvent, d'autres moins. On a souvent dit que Donald Trump s'en est servi trop souvent. Je vous ferai remarquer qu'au cours des premiers mois de l'élection de Joe Biden, c'est lui qui est en train de battre tous les records de tout le monde. Là, il marche par décret. C'est pas grave. Donc, pour répondre à la question, il y a des comtés à l'intérieur d'États américains. Il y a 50 États américains. Et il y a 6 États qui ont fait la mention « pas sûr que le résultat est correct ». Je ne mets pas en doute le résultat, je le répète, là, dites-moi pas que je remets en doute. Pas du tout. Le président en place est élu. Bon. Mais aux États-Unis, quand ils décident de faire des vérifications, le temps n'est pas vraiment important. Pas vraiment. Que ça prenne 3 mois. Tu sais, eux autres ne parlent pas dans 30 jours, on va trouver, ou 6 mois. Ou... Non, ça peut prendre 1 an. Actuellement, il y a un recomptage qui se fait. L'état clé dans l'histoire que je vous conte concernant Donald Trump, évidemment qu'il est en dessous de ça. Hein? Il l'a toujours déclaré. On a été... fourré. C'est l'expression en français que le grand blond utilise. Le Parti républicain, dans son ensemble, il y a plusieurs associations. Il y a un État, l'Arizona, qui
a réussi. Quand je dis réussi, ça veut dire longtemps demandé. On veut réavoir les machines, rappelez-vous, là, les machines de Dominion, la compagnie qui offre les services de comptage des bulletins de vote. Rappelez-vous de tout ça, là, ça fait déjà un certain nombre de mois. Ceux qui suivent la politique s'en rappellent très bien. L'Arizona a réussi, finalement. Ça a été refusé, rappelez-vous, dans différentes cours. Finalement, ça a tombé un peu. Il y a eu les grands événements de Biden en place. Lentement, il place son exécutif, ce qu'on appelle le bunker du président. En passant, ceux qui pensent que le président prend des décisions tout seul, là, le bureau du président, ce qu'on appelle le gros bunker, il y en a qui parlent de entre 1800 et 2000 personnes. Là. C'est long de faire une... Là, le bateau américain, là, je m'en allais dire, il y a juste Donald Trump qui est capable de le faire virer de bord vite. Mais c'est quand même, ça prend un certain nombre de mois. Donc, en Arizona, il y a un recomptage qui a lieu actuellement. L'Arizona, c'est un État complet et il y a différents comtés. Ils ont pris un comté en particulier, il s'appelle Maricopa. Le comté, c'est un... Vous comprenez, c'est comme si je disais un arrondissement à Montréal. Là. C'est un comté, sauf qu'il est énorme. En population, seulement ce comté-là, le county de Maricopa, c'est à peu près 2 millions, croyez-le ou non, là, 2 millions 100 000 personnes qui ont voté dans ces comtés. Et c'est exactement ce comté-là qui est en vérification actuellement. Il y a 400 machines qui ont été utilisées à l'intérieur de l'État d'Arizona. Et ils ont, quand je dis ils ont gagné, probablement la grosse machine républicaine, le gouverneur... Parce qu'encore là, dites-vous que chaque État, il peut avoir un gouverneur républicain, allégeance républicaine, mais les sénateurs ont une allégeance démocrate. La Chambre de représentants, il y a plus de démocrates que de républicains. Chaque État, c'est vraiment une belle histoire à suivre. C'est comme si je vous parlais d'une province. Fait que là, je parle de la province de l'Arizona. Il y a un recomptage. Ils ont jusqu'au 30 juin. Pour arriver avec un résultat final du recomptage. Je vous le dis aujourd'hui où je vous parle, là, je répète, je pense qu'on est le 8 juin, il dépasse le million. 1 million, 1 million 100 votes de recomptés. On n'a pas les résultats totaux encore et ils doivent avoir terminé avant le 30 juin. Ça avance, ça avance, ça avance. Et on va avoir le résultat de tout ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'une délégation je ne veux pas me tromper, si je ne me trompe pas, c'est la Pennsylvanie qui a envoyé une délégation en Arizona pour aller voir comment fonctionne le recomptage. Tout se fait manuel. Tout se fait manuel. Tenez-vous bien, démocratique extrême, 9 caméras au-dessus de la grande salle que je peux comparer, admettons, à, je sais pas, moi, le Forum de Montréal, excusez, le Centre Bell. Bon, la patinoire, là, c'est grand comme ça, il y a plein de tables. 9 caméras, 24 heures par jour. Vous pouvez aller sur Internet, vérification, comptage, Arizona. 24 heures par jour, les caméras sont là et vous pouvez vérifier exactement ce qui se fait. Ils veulent avoir une démocratie extrême parce que dans 6 États, rappelez-vous des États que je vais nommer, Arizona, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Georgie et Wisconsin. Et c'est là qu'il y a eu une bascule. Donc, la Pennsylvanie a envoyé une délégation pour aller vérifier la façon que le comptage est fait. Bien, tenez-vous bien, la Pennsylvanie est en train de faire en sorte qu'ils vont probablement exactement faire la même chose, procéder à un recomptage. Tenez-vous bien, la Georgie est en train d'y penser également. Quand je disais là, Maricopa en Arizona, vous comprenez qu'il y a des doutes sur des votes. Et là, c'est technique, mais ceux qui connaissent la politique vont savoir exactement de quoi je parle. Entre 2h38 et 3h40 le matin, la nuit des élections, il y a eu un virage de vote. On ne parle pas de 10 000 votes. Dans certains États, comme Maricopa, c'est 128 000 votes qui ont fait en dedans de 30 minutes, 40 minutes, dans la nuit, entre 2h35 et 3h40. C'est très, 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 très bien expliqué sur plusieurs réseaux. Et il y a plusieurs documents là-dessus et actuellement, plusieurs émissions qui se déroulent à ce sujet-là. Tout ça pour dire que c'est là qu'ils veulent faire une vérification pour redonner au public américain la confiance concernant les élections. Elle est très effritée.
Ça m'étonne qu'on n'en parle pas au Canada. Ça m'étonne qu'il n'y ait aucun média traditionnel qui parle de ça. Parce que, je vous le dis, il y a quelque chose qui est en train de basculer. Je n'essaie pas de dire qu'il va y avoir une modification totale du résultat de l'Arizona. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il va y avoir une revérification complète de 2 100 000 votes à la main, un par un. On parle de mail-in ballot. Ça veut dire les gens qui ont voté par la poste. Il y a tous les votes dans le comté de Maricopa. Il s'est passé d'ailleurs la même chose, ceux qui connaissent encore une fois l'histoire, de Détroit. Dans le comté, la même chose. Où est la ville de Détroit, au Michigan? Même chose. Il prévoit faire un recomptage. Et là, ça va peut-être s'appliquer également à Pennsylvanie, Caroline du Nord, la Georgie et le Wisconsin. Ça, c'était la première partie de la réponse. Je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai hâte de parler d'environnement à Montréal et de ce qui est en train de se passer pour les élections le 7 novembre. La position des différents chefs. Ça, c'est dit. Maintenant, Trump, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'est plus citoyen new-yorkais. Il est maintenant en Floride, à sa propriété. Et n'oubliez pas que ça n'existe pas un ex-président aux États-Unis. Quand on parle avec une personne qui a été présidente américaine, elle est présidente pour la vie, avec les services qui viennent avec, c'est-à-dire certains documents confidentiels. Et ça, c'est la liberté du président. Je pense que, j'oublie son nom, Carter, je pense qu'il ne reçoit plus les documents officiels confidentiels. C'est selon le président, il peut l'exiger, il peut recevoir et savoir exactement ce qui se passe au niveau international, au niveau des documents fermés, confidentiels, remis à tous les présidents, évidemment, un président vivant. Donc, il a ce droit-là et certains services. Donald Trump prévoit faire des rallyes. Ceux qui se rappellent de c'est un phénomène de voir ce grand blond-là à chaussures noires. Et il prévoit refaire des rallyes. Une élection aux États-Unis, ici au Canada, bien, tiens, ça va être simple. À Montréal, il va y avoir des élections le 7 novembre. On commence à en parler timidement. Évidemment que les médias traditionnels, ce que je déplore, ne parlent que de 2 candidats. Je ferai remarquer qu'il y a 6 candidats à la mairie. Au moment où je vous parle, il y en a 6. Peut-être qu'il y en a qui vont sortir, peut-être qu'il y en a qui vont s'ajouter. Mais les médias traditionnels, Journal de Montréal, Radio-Canada, nommez-les, là, aucun parle des autres candidats. Personnellement, je trouve ça déplorable. Vous comprenez que je suis très concerné. C'est une menterie totale. C'est une opinion. C'est une menterie, je peux vous dire tout de suite, me concernant. Je ne veux pas défendre les autres candidats, là, ils feront ce qu'ils ont à faire. Nous faisons parvenir au moins plus que 50 communiqués de presse à tout journaliste qui couvre Montréal. Tout journaliste qui couvre la politique montréalaise ont fait parvenir ça. Alors, je trouve ça déplorable que des chroniqueurs, des journalistes, je ne les nommerai pas, là, à 50, je les couvre pas mal toutes, là. Qu'il y en a qui continuent et persistent à dire « il n'y a que 2 candidats à Montréal ». Ceci dit, je reviens à Trump parce que là, si j'embarque là-dedans, je ne serais pas gentil. Trump recommence à faire des rallyes. Personnellement, j'essaie de les écouter. Pas en direct tout le temps. J'essaie de les réécouter quand j'ai l'occasion. C'est un personnage. C'est un personnage. Et ce qu'il fait, il le fait, comme je le disais tout à l'heure, il est déjà en campagne électorale. Je répète, ici à Montréal, la campagne va s'avancer lentement. Même chose au Canada. On ne parle pas d'une campagne électorale au Canada qui dure 1 an, 1 an et demi. Aux États-Unis, c'est 1 an, 1 an et demi. Et là, on parle juste des midterms, les mi-mandats qui vont avoir lieu en 2022. Le Grand Blond s'est déjà mis, lui, en 2e. Il a passé à la première vitesse, il a pesé sa cloche, puis il est déjà rendu sa 2e, il recommence. Et là, il va faire des rallyes. La raison est simple. Il va stratégiquement aller à des endroits précis dans des États précis où au mi-mandat, il y a des sénateurs, c'est-à-dire que à tous les 2 ans aux États-Unis, le tiers du Sénat s'en va, quitte. Tu es élu sénateur pour 6 ans. Il y a des élections à tous les 2 ans. Donc, le tiers du Sénat tombe en élection à tous les 2 ans. Vous comprenez le raisonnement? Donc, il le sait très bien. Quel est le tiers qui tombe en élection? Il va faire des rallyes. Vous comprenez le lien? Il va aller dans ces endroits précis-là pour reprendre le Sénat lors des midterms. On se comprend, là. Actuellement,
Le Sénat, c'est quasiment 50-50, et le vice-président, qui est Kamala Harris, a le dernier mot. Donc, c'est démocrate qui mène le Sénat. À la Chambre des représentants, même chose. Les démocrates ont une majorité. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des recomptages. Encore une fois, je déplore qu'au Canada, on n'en parle pas. C'est notre voisin du Sud. On fait du commerce avec eux. C'est important de connaître ce qui se passe. En Californie, il y a eu des recomptages et les démocrates ont perdu des représentants à la Chambre des représentants aux mains des républicains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chambre des représentants, c'est à peu près 5. Sur 535, il y en a 5 à l'avantage des démocrates. Le grand blond à chaussures noires, qui s'appelle Donald Trump, le sait très bien. Il va travailler certains États précis. Je n'ai pas dit qu'il va travailler la Californie nécessairement. Il y a d'autres États qui ont exactement la même situation. Son but, de reprendre au bout de 2 ans, il y a eu des élections l'an dernier au mois de novembre, il va en avoir l'an prochain, à tous les 2 ans, de reprendre et le Sénat et la Chambre des représentants. Je répète, le Sénat est élu pour 6 ans. La Chambre des représentants, 2 ans. La blague qui revient, je vais terminer là-dessus parce que c'est celle-là qui est importante de bien comprendre. Donald Trump il a battu le record, hein? Tout le monde est au courant. 2 fois, il a été impeach. Ils ont tenté de faire en sorte qu'il soit totalement renié, comme celui en 1974, Nixon. Le renier. Wow, scandale total. Impeach, renvoyé. On ne veut plus jamais que le monde se rappelle de toi comme étant un président honnête, qui avait blablabla. Tout le monde connaît l'histoire. 2 fois. 2 fois, il a gagné. Il a battu le record. Hein? C'est jamais arrivé. Tenez-vous bien. Pensez-y 2 minutes. Moi, j'avais déjà dit au midterm, j'avais déjà annoncé si aux prochaines élections, Donald Trump perdait, parce que j'avais déjà dit presque ouvertement, Donald Trump va gagner un 2e mandat. C'est pas ce qui est arrivé. Et en faisant une blague, j'avais dit, je pense que c'est une erreur, là. Si jamais il ne gagne pas, les démocrates ne le réalisent pas, c'est qu'ils vont avoir Donald Trump dans les jambes pendant 12 ans. Il va avoir été président 12 ans. Parce qu'il a été président 4 ans, c'est un président différent. Personne ne peut dire le contraire de ce que je viens de dire là. Différent. Totalement différent d'un autre. Là, il n'est pas président. Croyez-moi que tous les médias américains aimeraient bien ça que Donald Trump fasse un petit peu plus de bruit. C'est un gros vendeur. C'est un excellent... il fait d'excellentes allocutions. Il est drôle. Il est très pertinent. Et j'allais dire quelque chose, puis c'est quasiment vrai. C'est tu l'adores ou tu l'haïs. C'est un personnage. Sauf qu'il a fait à mon avis, il a fait un excellent travail économiquement pour les Américains. On peut s'en apercevoir rapidement, là, ce qui est en train de se passer avec le pétrole, ce qui est en train de se passer à différentes choses économiquement aux États-Unis. C'est pas la plus belle chose qui se passe. Les gens le réalisent, là, ce qui est en train d'arriver. Mais, je répète, c'est Biden qui est président. Donc, Trump fait des rallyes, va aller à différents endroits et prévoit. Ceux qui l'écoutent savent ce que je dis là. Il prévoit renverser et la Chambre des représentants et le Sénat. Le Sénat est élu pour 6 ans. Il va influencer pour que les prochains sénateurs, il y en a besoin juste de 2, il prend le pouvoir du Sénat. Quand je dis il prend le pouvoir, le Parti républicain prend le pouvoir. Et la Chambre des représentants, c'est là qui est la petite affaire que je trouve drôle. Il est différent, et j'insiste. Pensez-y 2 minutes. Tu es élu pour 2 ans. Donald Trump, il n'a jamais fumé de sa vie. Il n'a jamais pris de drogue de sa vie. Il n'a jamais pris d'alcool de sa vie. Les gens n'en parlent pas, mais c'est vrai que cet homme-là, à mon avis, est encore en forme. Bon. Certains vont dire non. Moi, je vous le dis, d'après moi, ce gars-là est encore en forme. Il est solide mentalement. Il sait ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un? Lui, il l'a glissé. Si c'est vrai, je ne le sais pas. S'il voulait encore faire parler les médias, je ne le sais pas. Mais c'est clair qu'il a dit, en répondant à une question, auriez-vous l'intention d'être candidat à la Chambre des représentants? Pensez-y 2 minutes. Il a dit,
je le traduis en certains mots, là. Ouais, c'est une bonne idée. Je peux y penser. C'est possible. Ça, c'est la genre de réponse de Donald Trump. Mais pensez-y 2 minutes. S'il se présente au midterm, il se présente au midterm, Chambre des représentants. La Chambre des représentants change de main, tombe républicaine. On passe au vote. Si elle passe aux mains des républicains, devinez qui va devenir président de la Chambre des représentants. Exact. Donald Trump. Il est là juste pour 2 ans. Donc, il peut être président aux prochaines élections, candidat à la présidence de 2024. Parce que c'est 2022, puis il est élu juste pour 2 ans. Donc, il tombe président de la Chambre des représentants. Devinez qui prépare les lois? La Chambre des représentants. Vous me suivez? Le président américain présente des lois, ou la Chambre des représentants peut présenter des projets de loi, et ça se passe à ce niveau-là. Donc, ça serait le président Biden qui parle au président de la Chambre des représentants, qui est Donald Trump. Vous me suivez? Qui, eux, composent la loi, puis Donald Trump l'envoie au Sénat, qui est tourné républicain. Imaginez le scénario. Je ne dis pas que ça va arriver, mais vous m'avez demandé qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est encore ce qui se dit dans les médias. Donald Trump est encore sur la sellette. Faites-vous-en pas. Il demeure en Floride. Il y a je répète, il y a les droits d'un président américain déjà élu. Donc, il fait le tour de différents endroits et c'est très bien ce qui se passe. Il est très alerte. Je peux même vous le dire tout de suite. À mon avis, bien que un des hommes les plus populaires actuellement aux États-Unis, je veux dire, probablement, un des hommes les plus influents, connus, qui fait son nom de plus en plus, c'est en Floride, le gouverneur. C'est ça, le gouverneur. Ici, il y a de l'écho. Avez-vous entendu? DeSantis en Floride, très, très, très puissant. Et je comprends. Le gouverneur de la Floride, devinez qui demeure là. Celui qui va se présenter président des États-Unis. Fait que là, d'après moi, ils se parlent souvent, eux autres, le soir. Comprenez ce que je veux dire, hein? Le grand blond à chaussures noires aussi. Alors, ça répondait à la question. Je voulais pas prendre trop de temps. Je le sais que ça a été long, mais je voulais que ça soit clair. J'ai toujours l'impression que c'est pas tout le monde qui connaît la politique là, dans son ensemble. J'ai essayé d'être assez précis, concis. C'était la première question. Ma deuxième, je l'avais dit la semaine passée que je parlerais d'environnement, au niveau des promesses, au niveau de Montréal, au niveau de ce qui se passe. Il va y avoir des élections le 7 novembre, je le répète, je vais être candidat à la mairie de Montréal au sein du Parti Action Montréal. Et j'en entends. Moi, j'aime Montréal. J'aime Montréal, en fait, dans son ensemble, en tant que Montréalais, et j'y suis né, mais l'ensemble des Montréalais, vu comme étant une métropole. Et une métropole a besoin d'un développement économique. Et il y a des gens qui répètent constamment, oui, mais l'environnement est important. Oui, non seulement elle est importante. À mon avis, c'est une des choses les plus importantes. J'ai même l'impression, quelquefois, que je suis plus environnementaliste. Autrement dit, j'aimerais bien protéger l'environnement beaucoup plus que n'importe quel des 5 autres candidats qui se présentent ensemble, additionnés ensemble. Pour la simple et unique raison que j'aime Montréal et j'aimerais que l'ensemble du Québec aime Montréal. Et là, je m'explique, on va parler d'environnement. J'aime pas... je vais y aller comme ça, puis prenez-le comme vous voulez. Là, on a une mairesse qui parle de... La dernière déclaration là, qui a été sortie, là, c'est une promesse là, qui s'en vient. La phrase exacte, là, à plus ou moins quelques mots. Nous sommes déjà en préparation pour les années 2020-2030. Et notre promesse... Et nous allons la tenir, c'est qu'au cours des prochaines années, d'ici 2030, nous allons planter 500 000 arbres de plus à Montréal. J'espère que ce n'est pas juste ça l'environnement pour l'organisation en place. Je ne veux pas parler de l'autre précédente qui non plus n'était pas tellement efficace concernant ce dossier-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre que Montréal, c'est une métropole, puis si jamais on fait vider Montréal de la classe moyenne, les familles, parce qu'ils sont écœurés,
bien, ils s'en vont dans ce qu'on appelle la ceinture. Ça, c'est-à-dire à l'extérieur de Montréal. Puis quand je dis l'extérieur de Montréal, là, je parle plus maintenant de Repentigny, qui est encore populaire en passant, ou Longueuil, qui est populaire, ou Laval. Non, la ceinture, là, elle est rendue grande. Là. On parle de Saint-Jérôme, on parle de Varennes, de Boucherville. Là, on s'éloigne, on s'en va de plus en plus là, vers l'extérieur. On est rendu loin. Là. Basse-Laurentide, qui est Saint-Jérôme, c'est rendu une banlieue de Montréal. Là, ça s'éloigne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, là, mais plus la classe moyenne, la classe qui a... Ce que j'appelle, moi, ils ont de l'argent, sont capables d'acheter une maison, sont capables d'acheter une propriété. Ils ne le font plus parce qu'ils sont écœurés, la totale, puis ils achètent à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on est en train de développer sur des terres agricoles, dans plusieurs cas, on dézone et des terres agricoles vont servir à du développement. Je ne parle pas que je suis contre le développement des villes extérieures. Et d'ailleurs, félicitations à toutes les villes qui font un excellent travail. Je parle toujours des plus petites villes. Montréal, c'est la métropole, c'est le moteur économique du Québec. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si ça se développe parce que le monde est écœuré de Montréal, il va falloir qu'on comprenne que ça prend quelqu'un qui aime Montréal. Pas tard. Premièrement, si je veux parler d'environnement, je peux-tu, moi, commencer à parler par transport public? On peut-tu être adéquat dans ce qu'on parle? On peut-tu être capable de mettre un pied devant l'autre? Au niveau environnemental, c'est très important, le transport public. Hey, ça fait depuis 1988, c'est pas vrai ce que je dis là, début des années 80, qu'on n'est même pas capable de faire 5 lignes bleues. Vous savez ce que je veux dire? 5 stations, là, sur une ligne, là. 5, c'est la ligne bleue. 30 quelques années qu'on en parle. Ça fait partie du mot environnement. Bien servir l'Est de Montréal. Puis faites attention, c'est pas l'Est. Moi, je l'appelle le Nord-Est. Ça fait un maudit bout de temps qu'elle devrait avoir terminé celle-là à Ville d'Anjou. Excusez, à Anjou, l'environnement Anjou. Et là, je vais parler un petit peu plus tard, dans quelques minutes, du bas. Comment se fait qu'on ne parle pas de ça? Comment veux-tu parler d'environnement quand ta seule phrase, c'est « on va tellement écœurer les automobilistes, ils vont être tellement écœurés, ils vont vendre leur auto, puis ils vont faire ce qu'on veut. Ils vont prendre le transport public. Puis ils vont se promener en vélo. Hey, faut-tu être déconnecté? Ça, j'appelle ça une secte, d'imposer la façon de penser. Voyons donc! J'ai parlé, là, de stationnement incitatif. Y a-tu quelqu'un? Et là, je parle à la mairesse actuelle, là. L'autre d'avant, y a-tu quelqu'un qui a pensé de faire des stationnements incitatifs autour des stations de métro? Ah ben non, on peut pas, on a besoin de bâtisses, de bâtiments, qu'elles soient commerciales, industrielles ou qu'elles soient résidentielles, ça nous prend des taxes, Hey! Avez-vous fini de penser à revenu, le citoyen est écœuré de payer? Commencez donc à bien penser à gérer. On peut gérer correctement. La mairesse vient d'engager 1250 nouveaux employés, là, en pleine année d'élection. Coïncidence. Calique. On parle de centaines de millions de dollars. Je parle pas... c'est pas des cols bleus là, qui est engagé. Là. Non. Des comités, là, je ne retomberai pas là-dessus. Là, c'est hallucinant. Je reviens à l'environnement. Mais ça se fait qu'il n'y a personne qui a pensé de faire des stationnements incitatifs. Pensez-vous que quelqu'un va venir... Moi, je veux des tourismes. OK, je veux du tourisme à Montréal. Là, ils vont venir de l'extérieur. Il y en a qui vont venir de Val-d'Or, de Rouyn-Noranda. Il y en a qui vont venir de Hudson. Il y en a qui vont venir de la région de Gatineau. Il y en a qui vont venir du Lac-Saint-Jean. Hey, ils viennent-tu en bicycle? Calique! Ils vont venir en auto. Moi, je veux les motiver à ce qu'ils prennent le transport en public. Il n'y a plus de stationnement nulle part! Il faut être conséquent quand on veut...
vous ne l'imposerez pas. Ça ne s'impose pas. Tu ordonnes pas à un citoyen quoi faire. Montréal, ce n'est pas un gouvernement. C'est une entité administrative créée par le gouvernement. Puis normalement, dans un hôtel de ville, les élus font en sorte que les citoyens aiment Montréal. Puis Montréal, c'est la métropole. Fait que quand tu es maire de Montréal, tu t'arranges pour que l'ensemble du Québec aime Montréal. Puis si tu es le moindrement capable de comprendre ça, tu peux aller une coche plus loin. Tu fais venir des gens de partout à travers le monde parce que c'est une métropole, parce qu'il y a déjà eu les Jeux olympiques, parce qu'il y a des activités à Montréal. Ça attire les gens. C'est pas ce qui arrive, malheureusement. Je vais continuer à vous parler d'environnement parce que j'ai dit que ce dossier-là, je vais en parler au maximum. Et le Parti Action Montréal, dont je suis candidat à la mairie de Montréal, on va faire une présentation, un communiqué. On va envoyer ça à tous les journalistes de Montréal qui sont tous au courant que le Parti Action Montréal existe. Ils reçoivent tous les communiqués de nos promesses et engagements. Merci à tous ceux qui encouragent la page du parti, ma page et page de différents candidats, qui d'ailleurs augmente régulièrement le nombre de candidats dans différents arrondissements à Montréal, de façon à ce qu'à un moment donné, on fasse tourner un peu le bateau et que les journalistes disent, ça me fait de la peine de dire ça, mais disent la vérité. Il n'y a pas que 2 candidats. Ce n'est pas un match revanche. Non. Il y en a un qui a reçu un coup de poing sur la gueule, il est tombé. Là, il y a quelqu'un qui ne fait pas le travail. Tu ne dis pas à l'autre, réveille-toi, reviens là. Non, non. On peut-tu avancer dans le temps? On peut-tu finalement aimer Montréal? On peut-tu finalement arrêter de parler de secte? On peut-tu finalement faire en sorte que les 19 arrondissements soient respectés? Que tu sois dans un parti ou que tu sois dans un autre? D'ailleurs, je n'étais pas supposé lever ce point-là. Le maire là, qui s'est fait battre en 2017, il a été député pendant 16 ans dans l'arrondissement Montréal-Nord. Vous ferez remarquer que Montréal-Nord, c'est pas l'arrondissement le plus sympathique sur la planète Montréal, hein? Puis sans insulte aux citoyens de Montréal-Nord. C'est parce qu'il y a un député au fédéral qui était là, qui s'en est pas occupé pendant 16 ans. Puis il s'appelle Denis Coderre. Si t'es pas capable de gérer un arrondissement, viens pas me dire que tu vas revenir si j'ai failli sacrer gérer Montréal. Bon, on continue. La pollution visuelle. Je continue dans l'environnement. Hey, on est en train de parler du REM, là. J'espère que quelqu'un le comprend, là. À ça, je vais rajouter la pollution auditive. On parle du REM. Le REM, là, ça, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec. En passant, ça, c'est le REM, là, j'ai sorti les chiffres, là, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Phase 1, ça devait coûter 6,5 milliards. Là, ils sont rendus à 9 milliards. Ben oui, vous le savez, c'est toujours ça. Je vais toujours le répéter, là. Puis là, ça empire. Je vous avertis, ça empire. On vient d'apprendre, je viens d'apprendre, je regarde tous les dossiers. Je l'ai déjà dit, mon livre de chevet, là, c'est ce qui se passe à Montréal, tout ce qu'il y a comme révélation. Surtout la vérificatrice générale, que j'aime bien, à peu près tous les dossiers qui s'écrivent là-dessus. Là, j'apprenais que dans ce 9 milliards, en passant, c'est pas encore fait, là, le REM de l'Est. Et j'espère, tiens, tant qu'à faire, je vais vous le dire tout de suite, l'engagement, là. Non, Action Montréal n'est pas d'accord. Surtout pas les plans actuels. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va développer Montréal sans penser à l'est de Montréal. Puis quand je dis à l'est de Montréal, là, il n'y a pas de négatif quand je dis ça. J'ai toujours l'impression que c'est négatif. Tu dis, ah ben non, ben c'est l'est. L'est de Montréal, c'est Montréal. Je le dirai jamais assez. Il y a 15 villes défusionnées. Il y en a 13-14 dans l'ouest de l'île, là. C'est toutes défusionnées. Ils n'aiment pas Montréal. Ils se sont défusionnés parce qu'ils trouvent qu'à Montréal, c'est mal géré. C'est pas eux autres qui vont me dire quoi faire. Pas à moi, puis pas aux Montréalais. Fait qu'on va arrêter de dire l'Est de Montréal. C'est des citoyens de Montréal. Puis d'imposer le REM, qui vient de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un nommé Sabia, Michael Sabia. Coïncidence. Le projet est approuvé par le Parti libéral du Québec, puis pouf! Le président de la Caisse de dépôt, ah ben là, moi, j'arrête de travailler ici, je m'en vais en Ontario. J'ai eu une excellente offre, professeur à l'université en Ontario. Voyons.
C'est toi qui accordes tout cet argent-là, puis là, pouf, m'en va. Peut-être que tu avais un doute dans ton esprit que pas solide, ce projet-là. On parle du REM, là, de Hall, dans airs, cicatrice vers l'est de Montréal, qui part du centre-ville, là. Je peux pas croire que la mairesse actuelle, oui, c'est correct, il y a des gens qui s'en occupent, puis ça va être bien fait. Hey, toi de là, hein? Mets-toi sur la bretelle, toi, là. Et l'autre d'avant, là, qui a été knock-out, là, en 2000, hop, il se réveille. Ben oui, moi, je suis d'accord avec ça. Hey, knock-out encore, toi de là. Ça vous tente-tu de respecter Montréalais? Ça vous tente-tu d'arrêter de parler de choses, à mon avis, là, c'est même pas évalué correctement par des Montréalais concernés. Il n'y a pas juste des imbéciles, là. On a l'impression qu'il y a juste des imbéciles à l'ouest de la rue Saint-Laurent ou à l'ouest du centre-ville, vers l'est, jusqu'à Pointe-aux-Trembles. On dirait qu'ils prennent ces gens-là, puis on va s'en occuper pour eux autres. Un instant. J'ai pas fini, là. Là, je fais juste parler. Rappelez-vous, là, à l'extérieur, il est soulevé sur des poutres, puis il s'en vient. À l'intérieur du parti, ça me fait plaisir d'en reparler, à l'intérieur du Parti Action Montréal, on a un candidat qui a été très bien placé pour une compagnie ferroviaire, qui connaît très bien le dossier, et qui dit, une poutre peut avoir 72 pieds comme selon sa structure. Je vais y aller rapidement. Si c'est d'un 72 pieds de long, une traque, puis là, il faut. Parce qu'oubliez pas que le REM va marcher métal-métal. Hein? Ça fait. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, hein, quand c'est à l'extérieur. C'est ça qui va passer, là. Tout le temps. Ouais, mais on va mettre des poutres anti-bruit, on va mettre. C'est ça. Vous allez mettre un paquet d'affaires pour essayer de dire que tout est parfait, on va tout protéger. Donc, vous le savez que c'est pas parfait. Pourquoi pas le réévaluer totalement? Pourquoi avoir bien servi l'Ouest? Pourquoi ne pas penser dans le sol? Là, vous allez me répondre, ça va coûter trop cher. Hey! Vous avez parlé, je parle au premier ministre du Québec, je parle à la Caisse de dépôt et placement, je parle des 14 comités, il doit y en avoir 128 comités à l'heure que je vous parle, là, qui travaillent sur ce dossier-là. Ça devait être 6 milliards, 6 milliards 5. Là, c'est rendu 9 milliards. Après mes vérifications, dans ça n'est pas inclus la station à Dorval. Dorval, c'est où est-ce qu'il y a l'aéroport? Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un gros aéroport à Montréal. Il y a un 600 millions qui n'est pas calculé là-dedans pour faire la station. Puis moi, j'en veux une belle station. Puis Dorval, c'est une ville défusionnée. C'est pas grave. À mon avis, c'est important. On peut-tu avoir une belle station, là? Les gens débarquent de l'avion. J'en veux du tourisme international. Je peux-tu avoir une belle station? Ça a l'air qu'ils s'ostinent. Moi, je le sais, elle va coûter 600 millions, peut-être plus. Puis là, je parle pas de tout le phénomène des infrastructures alentour du REM, c'est pas inclus. C'est à peu près 350 millions. Hydro-Québec, il va falloir qu'il fasse tout le système alentour de ça. Pas inclus dans le 9 milliards. J'ai même pas pensé de vous dire que le REM va partir de la Rive-Sud. Il faut faire des tracts qui vont passer sur le pont Champlain, le nouveau pont. Pas inclus, ça. C'est un autre 800 millions. Puis j'ai pas fini. La Ville de Montréal va falloir qu'elle mette 7 à 900 millions de dollars pour les stations. Ça prend des aménagements pour le REM. Pas inclus, ça. Avez-vous compris que d'après moi, là, puis je suis pas mal sûr de ne pas me tromper, là, je suis rendu à 12, 14 milliards. Y a-t-il quelqu'un qui va s'asseoir, là, de façon correcte, intelligente? Pas besoin d'avoir 28 000 comités. Fiez-vous aux citoyens. Des élus. Comment ça se fait que les élus d'Hochelaga, Maisonneuve, les élus de Pointe-aux-Trembles, les élus de... Quand je dis Hochelaga, Maisonneuve, là, vous comprenez que c'est Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, du plateau Mont-Royal, de Rosemont. Comment ça se fait que ces élus-là, montréalais, ils ont-tu vraiment vérifié avec les citoyens? Moi, je fais le tour des citoyens. Des candidats d'Action Montréal font le tour voir les citoyens. Mais aller une coche plus haut. Il y a des élus, députés au niveau du Québec. Ils sont députés, hein, dans des comtés, sur l'île de Montréal. L'avez-vous fait, la vérification avec les citoyens? Honnêtement, on va aller une coche plus haut. Au niveau fédéral, il y a des députés qui sont élus sur l'île de Montréal. Avez-vous vraiment fait les vérifications nécessaires si on a besoin de ça? Choquant, hein? J'ai l'impression que c'est une gang. Qu'est-ce qu'on fait avec le citoyen? C'est lui qui paye les taxes. C'est lui qui va avoir cette maudite patente-là dans les airs qui, à mon avis,
va être imposé. C'est pas réglé, n'ayez crainte. Il va y avoir des élections le 7 novembre. Ça se peut qu'il y ait un changement majeur au niveau des élus de Montréal. Je le souhaite ardemment qu'on commence à comprendre que Montréal, c'est une belle ville. Je vais aller une petite coche plus loin. Rappelez-vous, le REM a été pensé avec un président de la Caisse de dépôt et placement qui est rendu à Toronto, là, il est parti après, là, avant la pandémie. Si je suis le raisonnement, pendant la pandémie, il est arrivé une chose nouvelle. Les gens travaillent à la maison. De plus en plus. On appelle ça le travail à domicile. Est-ce que ça va changer l'achalandage du REM? Parce qu'il y a une promesse de fait. Il faut que le REM soit rentable. Parce que la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est le bas de laine des Québécois. C'est ça qui fait que tous ceux qui atteignent un certain âge peuvent demander une pension. Hein? On comprend le raisonnement. C'est le bas de laine qui a pris l'argent puis qui met ça. Il faut que ça soit rentable. Là, ça fait 1 an et demi là, qu'il se passe quelque chose de différent. Est-ce qu'ils ont réévalué? On va-tu avoir le même achalandage dans ce REM-là? Il y a tellement de choses à prendre en considération et pourtant, le narratif actuel du premier ministre du Québec, de Valérie Plante, Denis Coderre, non, tout est beau, on continue. Comment ça se fait qu'il y a des choses qui changent, mais ça ne change pas? Parce que c'est l'Est de Montréal? Calique. Hey, il est temps qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je fais, moi, avec les terres agricoles qu'on perd? Ceux qui déménagent, ceux qui sont écœurés de Montréal parce que ça coûte de plus en plus cher, parce que c'est mal géré. Il y a des fois, je me dis, peut-être que les 15 villes défusionnées ont eu raison. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé là. Je suis un grand défenseur d'une île, une ville, mais je respecte ce qui est arrivé pour des raisons que je n'ai déjà parlé dans d'autres émissions. Si jamais on me pose la question, je peux le réexpliquer au complet. Oui, au complet ce qui est arrivé. Mais il faut vivre avec ce qu'on a actuellement. Le futur, c'est pas moi qui va le décider. Moi, je suis pas pour ça un politicien qui est en politique pendant 40 ans puis qui veut pas sacrer son candidat. Tu fais 1 mandat, 2 mandats, puis regarde, autre de là, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Puis il y a différentes visions, il y a différentes choses qui se passent. Puis si tu mérites pas d'être là, bien, crée-moi, tu sors vite, puis on met quelqu'un qui est capable. Puis, moi, là, des politiciens de carrière là, qui ne comprennent pas la situation, là, puis n'oubliez pas qu'eux autres, là, je ne devais pas aller toucher à ça. Je veux rester dans l'environnement. Mais rappelez-vous que ces gens-là, là, ils n'ont jamais manqué une scène sur leur paye. Ça fait 15 mois qui imposent que ayez peur, restez chez vous. N'oubliez pas qu'aucun des élus, aucun des hauts fonctionnaires n'a perdu 1 sou de salaire. Cette valeur, j'aurais aimé ça finir sur le thème environnement. Ça frisait l'environnement, parce que là, l'environnement est malsain. Malsain. La semaine prochaine... peut-être j'ai eu un... J'ai mis la main sur un journal. Je pensais que... j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai pris la main, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Vous voyez pas le titre, je vais vous le lire, là, grosso modo, ce que ça dit. Denis Coderre veut interdire l'alcool dans les parcs après 8 heures. Et Action Montréal, je suis candidat à la mairie de Montréal au sein du parti Action Montréal et j'ai déclaré quasiment en même temps, une journée avant, ma position concernant l'article très clair sur la réglementation à Montréal, un point précis, et j'ai dit il est très adéquat. J'ajouterais peut-être des poubelles et des tables de pique-nique de façon à ce qu'on serve mieux les citoyens. Ma mentalité, c'est toujours je suis au service du citoyen. Montréal, c'est pas un gouvernement. Denis Coderre, lui, il voudrait que le gouvernement du Québec dise que Montréal, c'est un gouvernement. Là, le gars. C'est un complexe, là, va te représenter ailleurs, le comique, là. Montréal, c'est une entité administrative. Ça prend des gestionnaires. Ça prend des gens qui sont capables de gérer 6,2 milliards. Ça va être probablement le budget en 2021-2022. Peut-être 6,3. Si tu ne comprends pas qu'au niveau de la gestion, il faut que le citoyen soit heureux, qu'il y ait l'ensemble des services. Si tu ne comprends pas ça, puis que tu t'insistes, puis c'est un gouvernement, Montréal, c'est un gouvernement, bien, va-t'en à un autre niveau. Hein?
Et à mon avis, là, on a un léger problème, un complexe, là, je ne sais pas trop quoi, là. Fait que là, lui, il impose que là, en tout cas, il a changé d'idée, hein, ça n'a pas été long. On a déposé notre engagement le lendemain. Denis Coderre a annoncé à la télévision, on a changé d'idée, et c'est rare. Il n'y avait pas le choix, là, hein? Et je pense qu'il a compris que tu fais pas de la politique en te mettant le doigt dans l'air puis suivre le vent, là, Calique. Hein? T'as des convictions, Colin, puis tu sais de quoi tu parles, t'inventes pas n'importe quoi pour impressionner, puis passer dans les médias. Kid Kodak, si tu sais pas quoi faire, là, va pratiquer à la boxe, Calique. Fait qu'il a changé d'idée. Il a changé d'idée. Pas longtemps plus tard, la BRS, elle disait il y a trop de monde dans les parcs. Fait qu'elle a appelé la Sûreté du Québec, puis elle a dit on aimerait ça qu'un hélicoptère descende très, très proche des citoyens en hélicoptère. Je sais pas si vous savez le bruit que ça fait. Puis là, elle, son raisonnement, le monde va être tellement tanné du bruit, ils vont sortir des parcs. Hey, on peut-tu avoir des gestionnaires qui... Là, ça en est pathétique. Pathétique, je l'aurais dit. Ça m'a fait plaisir de parler d'environnement. La semaine prochaine, ah. Je vais... Action Montréal, cette semaine, va parler, évidemment, ce que j'ai dit aujourd'hui. On va le sortir en engagement et on va faire parvenir des communiqués à tous les journalistes qui couvrent Montréal en espérant qu'ils en parlent un peu. Ils ont tous mon numéro de cellulaire. N'ayez crainte, on fait beaucoup d'efforts. On n'a pas le contrôle des médias traditionnels. La semaine prochaine, je veux, évidemment, c'est l'émission Le Candidat. On va parler de patrimoine. L'importance du patrimoine à Montréal. Toutes les villes, même le Québec, même le Canada, là, on nomme des fois des choses, des endroits, des patrimoines. On la réserve, on la conserve pour l'histoire. L'histoire de Montréal est belle. Est belle, belle, belle. Je vous le dis, est belle. Il y a des citoyens qui s'en occupent. Il y a des citoyens qui s'occupent de l'histoire également du Québec. Montréal est toujours impliqué indirectement. En fin de semaine, j'étais à un événement pour Chénier, ceux qui se rappellent du Grand Feu à Saint-Eustache des Patriotes en 1837, 38, 30... Bon. Il a été tué. Bon, en fin de semaine, il y avait justement des citoyens qui se sont rencontrés de façon à mettre un bronze de Chénier et il y avait des historiens. C'était toute beauté d'entendre ça. Pour faire une histoire courte, Montréal, c'est une belle histoire. Et la semaine prochaine, je vais parler de patrimoine. Patrimoine, ça implique plusieurs choses. Ça peut être une église qu'on considère comme un patrimoine. Ça peut être un bâtiment quelconque. Ça peut être... Je vais juste vous donner un indice de l'ouverture et jusqu'à quel point on doit penser à... Quand on dit patrimoine, on parle d'histoire. On parle d'histoire. Hein? Si on avait de la mémoire... D'ailleurs, je vais donner un petit clin d'œil au gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation. Ça vous tente-tu de redonner des cours d'histoire? Parler de l'histoire. C'est important. C'est important. Autant le développement qui s'est fait de Montréal, la région, Québec, je répète toujours Montréal, je n'ai pas besoin de vous le dire, je suis candidat à la mairie de Montréal. Mais je parle de Québec, Shawinigan, Sherbrooke, Gatineau, Lac-Saint-Jean. Il y a des histoires, il y a de quoi parler en sacrifice à l'école. Patrimoine. Je vais juste mettre une coche de plus. La semaine prochaine, je vais en parler. Quartier chinois, quartier italien, quartier portugais, quartier français. Français, ça m'a fait rire quand j'ai pensé à ça. J'ai dit, ah ben oui, ils sont pas mal tous sur le plateau. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour aider certains quartiers. Tu sais, Montréal, là, c'est une belle ville diversifiée, mais elle n'est pas quelque chose, mais elle n'est pas deux mots, là. J'ai pas dit c'est une ville mondialiste. Loin de là, ce que je viens de dire. C'est une ville diversifiée et c'est une belle ville. Il y a une belle diversification et pour moi, peu importe ton origine et la communauté, t'es Montréalais. T'aimes Montréal, je t'aime. T'es Montréalais. Si tu veux me dire que t'es originaire d'ailleurs, j'ai pas de trouble. Mais avant tout, t'es Montréalais. C'est comme ça qu'on doit traiter tout le monde à Montréal. Donc, il y a des quartiers qui ont de l'histoire. Je disais, le quartier italien, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, là, sur Saint-Laurent, tu montes, moi je dis trop, tu ne te trompes pas, là, Jean Talon, Saint-Laurent. Puis je vais prendre mon petit... quand je vais là, essaye pas, là, ça me prend une machine Rancilio ou ça me prend une machine italienne qui fait un cappuccino ou un bain serré, hein? Café,
Puis là, c'est drôle, là, tu peux mettre 2-3 sucres, là, puis en tout cas, là, tu sais, bon, il y a des quartiers comme ça, portugais, même chose, c'est sur Saint-Laurent, mais plus au sud. On peut le considérer, moi j'appelle ça le quartier Jeanne-Mance ou presque. Il y a des beaux quartiers. Ceci dit, pourquoi on n'implique pas le mot patrimoine dans certains bâtiments, dans certains quartiers, peut-être pas le quartier au complet, mais certains bâtiments, une protection pour garder... Il y a beaucoup d'histoires hein, dans les quartiers. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont participé au développement, autant de Montréal que du Québec. Les Portugais, les Chinois, ce que je viens de dire, tous les quartiers. Fait que la semaine prochaine, je vais donner, grosso modo, ma position concernant ça. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui aident financièrement le Lux Média. Le réseau existe. Les émissions de Lux Média existent grâce à vous et vos dons. Et rappelez-vous que ça ne prend que 5 50 par année. C'est pas ça qui est important. C'est le nombre qui fait en sorte que il y a des émissions qui existent. Ce n'est pas seulement que des émissions qui s'appellent Le Candidat et ce n'est pas toujours le même style d'émission. Il y a plusieurs animateurs et c'est tout intéressant. Les unes autant, tous intéressantes les unes plus que les autres. Salut, on se revoit mardi prochain. Salut.